Les policiers ont frappé à la porte. Chez nous, personne ne frappait jamais. Le téléphone était coupé. Les clés de la boîte aux lettres étaient cachées. Ma mère ne voulait personne à la maison. Le bruit devait être inexistant. On vivait comme enfermés dans une bulle. Quand ils ont demandé qu'on les suive au commissariat, j'ai senti que quelque chose venait de se briser. Au poste, il y avait aussi Léa et sa mère. C'est à ce moment-là que j'ai compris que notre secret ne l'était plus. On m'a installé dans une salle grise. Il y avait des poupées, des vieux doudous, des livres pour enfants. 2 adultes face à moi. Des questions simples d'abord. Puis la question. Léa dit que tu as fait certaines choses avec cet homme. Je me suis effondrée en larmes. Ils avaient découvert plus de 420 000 vidéos illégales. Beaucoup me concernaient. Ce n'était pas un homme seul. C'était un réseau. Des images diffusées, partagées. D'autres adultes impliqués. Le cauchemar s'arrêtait. Mais un autre commençait. Je m'appelle Sarah. Je suis née en Tunisie. Je suis arrivée en France à 4 ans. Ma mère a rencontré un homme. Petit à petit, j'ai disparu du paysage familial. J'étais une enfant réservée. Timide. On disait que je ne parlais presque pas. Je crois que très tôt, j'ai compris qu'il fallait que je me fasse petite. Invisible. Mon père était absent. Ma mère était imprévisible. Un jour, elle pouvait me réveiller à l'aube pour m'emmener à Disneyland. Le lendemain, elle pouvait me frapper violemment parce qu'elle ne retrouvait pas un objet. Les coups faisaient mal. Mais les mots faisaient pire. Je vivais dans une hypervigilance constante. Je surveillais ses gestes, son ton, sa respiration. Je me sentais responsable de son humeur. Si elle allait bien, c'était grâce à moi. Si elle explosait, c'était sûrement de ma faute. Un matin à Paris, j'ai voulu prendre quelques pièces dans sa veste pour acheter des bonbons. Elle m'a attrapé par les cheveux. Je suis arrivée à l'école le nez en sang. Ce que je ressentais surtout, ce n'était pas la douleur. C'était la honte. Je passais des heures dans ma chambre à jouer à la maman. J'inventais un monde. J'étais forte. Puissante. Un jour, elle a dévalé les escaliers, furieuse. Son poing levé. Ses mots violents. En une seconde, mon monde imaginaire s'est effondré. Je me promettais de la détester. Mais je revenais toujours vers elle. Comme un chiot battu qui retourne vers son maître. Il m'a fallu des années pour comprendre que je devais apprendre à vivre sans attendre son amour. Il y avait aussi le manque d'hygiène. Parfois, je ne me douchais pas pendant un mois. Au collège, les autres sentaient le savon. Moi, je sentais l'abandon. Ma mère avait refait sa vie. Elle avait eu un autre enfant. Je mangeais souvent après tout le monde. Parfois à 22 heures. La tendresse que je ne recevais pas chez moi, je la cherchais ailleurs. Je devenais collante. Les autres finissaient par s'éloigner. J'avais 9 ans quand tout a basculé. On habitait à Nice. Je me sentais seule. Un jour, j'ai rencontré une fille blonde dans la résidence. Elle s'appelait Léa. Elle avait 2 ou 3 ans de plus que moi. Elle était toujours soignée. Propre. Elle brillait. Je voulais lui ressembler. Elle m'a parlé de la nounou chez qui elle était gardée. Un jour, elle m'a invitée. La nounou, c'était en réalité notre voisin. Un homme de 54 ans. Il ne dégageait rien. Ni chaleur. Ni froideur. Juste, rien. Chez lui, ça sentait le propre. Dans la cuisine, il regardait quelque chose sur son ordinateur. Des images qui n'étaient pas faites pour des enfants. Je suis restée figée. Sa main s'est posée dans mon dos. Mon sang s'est glacé. Je me suis sentie quitter mon corps. Je ne me souviens plus comment la scène s'est terminée. Je suis rentrée chez moi, vide. Je me suis dit que si cela m'arrivait, c'était peut-être parce que je l'avais mérité. C'était plus simple de me croire coupable que d'accepter qu'un adulte choisisse de faire du mal. Les visites ont continué. Il nous emmenait au centre commercial. Il offrait des cadeaux.
Il avait compris que ni Léa ni moi n'avions de cadre familial solide. Les agressions ont duré 2 ans. Il avait aménagé une chambre pour nous. Drap propre. Bureau. Ce que je n'avais pas chez moi. Je me suis convaincue que c'était le prix à payer pour avoir un peu de stabilité. En Norvège, pour Noël, ma mère a signé une autorisation pour que je parte avec lui. Je voulais vivre la magie que je voyais dans les catalogues. Les câlins sous le sapin. L'attente des cadeaux. La traversée en bateau. Une chambre décorée comme pour des adultes amoureux. Moi, j'avais 9 ans. Je savais que ce qui se passait était grave. Mais je n'avais pas le choix. Mon corps était devenu une monnaie d'échange contre un semblant d'attention. Pour survivre, je développais des mécanismes. Je jouais un rôle. J'apprenais à écourter les moments. À faire semblant. Il filmait souvent. Il me menaçait. Si tu refuses, je le dirai à ta mère. Et je savais ce que cela signifiait. Alors je préférais subir en silence. Pendant ces 2 années, je n'ai rien dit. Je retournais la violence contre moi. J'abîmais mes mains. Comme pour faire sortir la douleur. Le jour de l'arrestation, tout a explosé. Au commissariat, j'ai parlé. L'enquête durait depuis longtemps. La police a remonté le réseau jusqu'à lui. Je pensais que ma mère allait enfin me protéger. Quand je suis sortie, elle m'a regardée. Elle m'a dit que j'avais aimé ça. Puis la violence a redoublé. Les objets devenaient des armes. Une fois, un chargeur de console a laissé des marques rouges sur mon dos. Mon beau-père était alcoolique. À 11 ans, je transportais des packs de bière avec un mot pour la caissière. Personne ne s'inquiétait. Un jour, elle m'a traîné dans un supermarché sous le regard des clients. Une femme a appelé les secours. Je n'étais plus une enfant à ses yeux. Juste un problème. Le procès a duré 1 semaine. Je voulais être belle ce jour-là. Je ne voulais pas ressembler à une victime. Mais je portais un t-shirt sale. Je sentais la transpiration. Mes cheveux attachés à la hâte. Je me disais que les gens allaient me trouver coupable. Lui a déclaré que si la police ne l'avait pas arrêté, Léa et moi serions mortes. Il a aussi parlé de la maltraitance que je vivais. Il a été condamné à 14 ans de prison. Des dommages et intérêts ont été accordés. Ma mère a pris l'argent. Elle l'a dépensé. Depuis la prison, il m'a écrit des lettres. Des mots d'amour. Des excuses. La justice devait me protéger. Elle ne m'a pas protégée de ma mère. Ma mère a finalement été internée. Je suis partie vivre ailleurs. J'ai lancé un appel au secours à ma tante. Elle est venue me chercher. C'est là que ma 2e vie a commencé. Je n'ai pas repensé immédiatement au passé. Ma tante m'a entourée d'amour. Plus tard, en master, j'ai ouvert un compte Instagram. J'ai rencontré une autrice qui m'a donné le contact d'un éditeur chez City Éditions. Je lui ai écrit. Il m'a répondu. Des histoires terribles, il y en a beaucoup. Envoyez-moi un début. J'ai écrit jour et nuit pendant 1 semaine. Il a accepté. J'ai mis 9 mois à écrire mon livre. Sans filtre. En expliquant les mécanismes de survie. Les conduites d'évitement. Les cicatrices invisibles. Écrire a été ma plus grande thérapie. Si mon témoignage peut aider ne serait-ce qu'une personne, alors tout cela aura un sens. On n'est pas obligé de parler. Chacun avance à son rythme. Thérapie. Danse. Art. Écriture. Ce qui guérit le plus, c'est l'amour. Parfois, on pense qu'il faut être réparé pour être aimé. Non. Parfois, c'est l'amour qui nous répare. Ce qui t'est arrivé ne définit pas qui tu es. La honte appartient à ceux qui ont fait le mal, jamais à celui ou celle qui l'a subi. Et même après les nuits les plus sombres, une nouvelle vie peut commencer. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.